Donc depuis ce matin, nous avons eu différents sujets qui ont été abordés sur le thème de la journée qui est les peurs et les plaisirs alimentaires. Donc Monsieur Loriou nous a parlé vraiment de l'histoire des peurs alimentaires au nom de Madame Ferrière. Monsieur Puiset, le goût du vin, et on a bien retenu le fait que c'était le vin qui nous parlait, que ça c'était important aussi, comme les aliments qui peuvent nous parler. Et enfin, avec Monsieur Corbeau, plutôt l'aspect sociologique, et si les peurs alimentaires faisaient parfois plaisir, voilà, dans l'idée d'incorporation, d'incorporation et de transgression, on peut dire. Donc nous allons poursuivre cette thématique et nous aurons rejoint Madame Ossipov. Donc Madame Ossipov est anthropologue et professeure de la Haute École de Travail Social. Vous avez voilà, sa petite photo et elle est là pour de vrai. Et Monsieur Assouli aussi qui va de nous rejoindre, qui est philosophe sur les questions justement de l'alimentation. Vous venez de sortir un ouvrage qui est d'ailleurs à disposition à l'accueil, La philosophie du goût, manger, digérer, jouir. Donc là, on est en plein dans le sujet. Donc vous allez pouvoir nous expliquer un petit peu votre philosophie par rapport à ça. Est-ce que tout de suite, comme ça, ceux qui étaient déjà là depuis ce matin, est-ce que certains parmi vous ont des questions, des réactions par rapport à ce que vous avez entendu jusqu'à présent? Des questionnements? Oui. Oui, bonjour. Je voudrais vous poser une question qui traite des porcs et qui traite aussi du vin. Aujourd'hui, on fait l'usage de pesticides et ça fait débat dans notre territoire. Donc, naturellement, ces pesticides, on les retrouve indirectement dans notre alimentation. Et puis, en particulier, puisque nous sommes dans un territoire de vin, eh bien, j'aimerais savoir si le vin est encore bon à boire. Alors, je crois que M. Puiset, ça s'adresse à vous. Mais après, les autres intervenants, vous avez peut-être aussi votre idée et votre réponse, hein, ouais. M. Puiset. Bon, c'est un aspect d'actualité. Comme tout évolue, si vous voulez, toutes les protections végétales ont besoin de temps en temps d'être protégées. La vigne, progressivement, passe en culture biodynamique ou biologique. Comme ça, tranquillement. Ça, on n'en parle pas tellement, mais si vous prenez, on en parlait justement hier, je prends des appellations, que ce soit Bourgogne, Chinon, chez nous, à l'heure actuelle, on est à peu près à 50% de vignes qui soient passées en culture, j'allais dire, raisonnable, plus que raisonnable même. Et puis le reste vient tranquillement. Il est exact que les premières, moi j'ai commencé à faire passer les cultures raisonnables il y a 40 ans, ça prend du temps. Faut pas, c'est pas un truc qu'on transplante comme ça, compte tenu que l'environnement agricole a été pour faire consommer des entrants. Je me suis battu contre la potasse parce qu'il fallait vendre de la potasse. C'est vrai que les mines appartenaient à l'État, donc l'État voulait vendre sa potasse. Donc j'ai passé mon temps à dire aux gens qu'il ne fallait pas en mettre de trop. Donc tout ça, c'est difficile. Ce qu'il y a, c'est qu'on a une tendance aujourd'hui aussi à vouloir donner une valeur sur une pratique culturelle, c'est-à-dire produits bio. Pour moi, ça veut rien dire du tout. Moi, ce qui compte, c'est l'origine. Et puis, progressivement, vous avez le choix, vous allez vers celui qui va... Mais ce qu'on peut dire également, c'est que pendant la fermentation, les éléments sont précipités, parce que comme on est en milieu réducteur par la fermentation, donc, par exemple, on parle du cuivre, on traite la vigne contre le mildiou. Bon, j'ai fait des analyses microbiologiques de sol, j'ai jamais eu de problème de réel. Mais dans le vin, vous ne pouvez pas avoir 1 milligramme de cuivre, c'est pas possible. Parce que le cuivre, les sels cuivreux précipitent et automatiquement, vous n'en avez pas dans le vin. Alors après, s'il y en a, ce sont des maladresses qui sont pas raisonnables. Mais donc, je ne dis pas que tout soit parfait, mais bien des pesticides qui sont encore utilisés, mais vous les retrouvez moins dans le vin. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça ne veut pas dire que demain, on ne va pas trouver des analyses qui vont...
Mais la prise de conscience du monde du vin est réelle et les applications, moi le premier, je suis surpris de voir que les vignerons, des gens qui ont 15 hectares de vignes, c'est pas, d'eux-mêmes passent en culture bio ou biologique. Enfin, voilà. Merci. Alors, juste avant de reprendre nos échanges et notamment de faire un zoom sur les publications, la recherche de Madame Ossipov, sur les publications aussi de Monsieur Assouli et par rapport à ce qu'ils peuvent apporter sur la thématique, moi j'avais juste un petit sondage à vous faire. Est-ce que vous pourriez me dire qui a plutôt des peurs alimentaires et qui a plutôt des plaisirs alimentaires? Alors, les peurs alimentaires, en majorité, on a peut-être un peu les deux, mais majoritairement, qui est-ce qui a plus de peurs alimentaires parmi vous? Personne. Ah, si. Deux personnes. Alors, les plaisirs. 3, 4. Après, voilà, c'est compliqué, je sais, mais c'est comme tous les sondages. Quelquefois, on dit un peu des deux. Alors, les plaisirs alimentaires, ils sont peut-être majoritaires. Voilà. Donc, déjà, c'est bien. Parce que c'est vrai que la thématique générale de cet événement, c'est quand même l'appétit vient en mangeant, le plaisir vient en mangeant, etc. Donc, ça rassure quelque part d'avoir un certain plaisir. Bon. Alors, Madame Ossipov, vous avez travaillé sur différentes thématiques liées à l'alimentation, le végétarisme, vous avez aussi travaillé beaucoup sur l'immigration, pour expliquer certaines choses. Et là, actuellement, vous concentrez vos recherches sur l'aide alimentaire, mais dans les pays dits riches. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que ça peut sembler surprenant, mais c'est peut-être pas si surprenant que ça, et quelle direction prenez-vous pour vos recherches par rapport à ça? Voilà, vous avez un micro là. Oui, alors effectivement, ça marche, ça a l'air, oui. Depuis 2-3 ans, j'ai décidé de terminer ma carrière dans le domaine de l'académique en reprenant des choses qui sont liées à l'alimentation, parce que j'ai fait des tas d'autres choses aussi entre deux, qui n'avaient pas un rapport absolument direct avec l'alimentation, en m'intéressant, dans le fond, à la précarité et à l'augmentation de la pauvreté, y compris dans les pays riches, et en particulier en Suisse, peut-être, qui est considéré comme un des pays les plus riches. Peut-être pas le plus riche, mais des pays les plus riches. Et comment ça se fait que dans ces pays-là, dans le fond, on cache beaucoup cette pauvreté, et on fait un certain nombre de dispositifs. Certains sont ouverts à tout le monde, c'est les soupes populaires, et d'autres sont réservés à des personnes qui sont légales en Suisse, et on pourrait aider ces personnes qui, dans le fond, ont de plus en plus de peine à vivre avec ce qu'ils gagnent ou avec ce qu'ils reçoivent à l'aide sociale. Et pour pouvoir s'en sortir, ils économisent sur la nourriture, c'est connu, c'est un principe connu, vont chercher des colis chez les colis du cœur, vous connaissez ça aussi, ou dans des épiceries où ils pourront payer beaucoup moins cher un certain nombre de produits. Ou alors carrément, et ça leur permet quand même d'économiser globalement sur leur budget. À la limite, ce qu'ils vont économiser sur la nourriture pourra permettre, je ne sais pas, de payer une semaine de vacances à leurs enfants pour aller à un camp, voilà. Donc certains, c'est pas personne ne meurt de faim en Suisse, ça c'est clair, mais c'est une manière de réviser son budget. Pour d'autres qui sont des gens de passage, des migrants illégaux, c'est plus directement une manière de manger. Ils doivent faire de savants calculs parce qu'il faut manger, pouvoir se doucher, pouvoir éventuellement se loger. Donc ça occupe une journée entière de savoir où est-ce qu'on passe. Alors le paradoxe, je reviendrai peut-être tout à l'heure sur le végétarisme, mais le paradoxe, c'est que même parmi ces mangeurs ultra précaires, on tente de les éduquer à bien manger. Donc c'est pas qu'on cherche à leur faire peur, mais c'est qu'on cherche à les faire correctement manger. Vous êtes dans une démarche d'apprentissage de l'équilibre alimentaire qu'ils n'ont pas forcément aussi. C'est pas parce qu'on va chercher un équilibre alimentaire bien mangé qu'on va forcément payer plus cher ce qu'on va manger. Est-ce que c'est ça la démarche pour les La démarche, c'est de pouvoir dire ce qu'on leur donne est à peu près correct. Ils ont ce qu'il faut en matière de protéines, en matière de produits frais. On essaye de ne pas leur donner trop de junk food, etc. Mais le paradoxe, c'est beaucoup de ces gens-là savent faire à manger et ont une claire conscience de ce qui serait bon. Après, il faut évidemment pouvoir y avoir accès. Mais par exemple, les épiceries Caritas, que vous devez connaître aussi, reçoivent des fonds spéciaux de la part des
fondations qui sont liées à la santé pour qu'ils puissent offrir des étalages de produits frais, des fruits et des légumes en particulier. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir ce qui est proposé aux mangeurs et aux mangeuses précaires quand ils viennent là. Mais par contre, ce n'est pas le cas des gens qui reçoivent des colis du cœur, des choses comme ça. Mais là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quelque part. C'est quand on a l'apprentissage du produit, on parlait de l'endive. Voilà, au premier abord, l'endive, ce n'est pas forcément très agréable, c'est très amer. Mais si on a ce temps de connaissance du produit, avec quoi on peut l'allier, etc., il y a toute une éducation, en fait, au-delà de l'alimentation, l'éducation du produit pour avoir après plaisir et faciliter le bien manger. Est-ce que il y a aussi cette démarche dans... Ouais, moi, j'insiste sur le fait qu'on n'a pas à éduquer ces gens-là. La plupart du temps, ces gens-là savent manger et ils n'ont juste pas de moyens. Donc, on essaie de les éduquer à leur budget, on essaie de les éduquer à la cuisine. On les éduque même dans les colis. En Angleterre, par exemple, vous recevez un colis avec une liste de recettes pour la semaine. Bon, là, je comprends qu'on cherche à les éduquer parce que, vu ce qu'ils reçoivent, je comprends qu'on leur donne quelques tuyaux de ce qu'ils pourraient faire avec le peu de choses qu'ils reçoivent et le entre guillemets, mauvais goût qu'on s'est produit. Mais pour le reste, je pense que la plupart des gens savent relativement bien faire... alors, la seule chose qu'on peut expliquer à certaines personnes d'origine étrangère, c'est comment ils peuvent retrouver certains goûts ou certains produits. Soit ils vont les payer très très cher suivant où ils vont aller, mais ils pourraient utiliser un autre produit presque identique qu'on trouve facilement chez nous qui permettra de reproduire plus ou moins le produit auquel ils étaient habitués dans leur pays d'origine. Avez-vous des questions, des réactions par rapport à ce que nous explique et nous dit Madame Osipov? Oui. Juste un élément d'actualité, puisque nous sommes à Tours et que la campagne des Restos du Cœur commence le 26 novembre, celle de la Banque alimentaire le 29-30 novembre et 1er décembre. Nous sommes une société riche, nous sommes une ville qui se porte plutôt bien, une ville par ailleurs labellisée Cité internationale de la gastronomie. L'augmentation actuelle, ce sont les chiffres de ce mois, du nombre de bénéficiaires au Restaurant du Cœur est de 9% par rapport à l'année dernière, et le nombre de repas servis est de 21%. Donc il y a une forte attente de ce secteur-là, et sans doute un soutien accru à avoir d'une part des pouvoirs publics et d'autre part de la part des entreprises, de la part des particuliers. Donc voilà, c'était le... pensez-y. Merci. Alors, Monsieur Assouli, donc vous êtes notre philosophe de la matinée, un philosophe sur l'alimentation. Vous avez sorti un ouvrage là, qui vient juste de sortir, La philosophie du goût, manger, digérer et jouir. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ce que peut être, comment on peut s'approprier, comment on peut comprendre la philosophie sur l'alimentation? Parce que ce n'est pas toujours évident. Alors, merci de votre invitation, chaleureusement. Ensuite, effectivement, la question n'est pas évidente parce qu'elle est évidemment très, très, très large. Mais en écoutant une partie des interventions extrêmement intéressantes ce matin, j'ai une première réflexion qui est sur la manière dont, en philosophie, au fond, on est amené à traiter de cette question de la nutrition, du goût, de l'alimentation, on va dire, au sens large, qui est généralement une question non traitée par la tradition occidentale philosophique et relativement déconsidérée. Ce qui explique qu'on ne thématise pas notamment ce questionnement autour de peur alimentaire. C'est-à-dire qu'on voit pas, il y a assez peu de textes qui touchent frontalement cette façon de poser les choses. Alors, pour au moins une raison, qui est presque un peu paradoxale, c'est que lorsque la philosophie, et donc assez rarement, se penche sur des questions liées au goût ou à l'alimentation, elle traite de ces questions en gros sous 3 jours. Un jour cognitif, à savoir qu'est-ce que connaître, est-ce que l'acte de nutrition a un rapport avec le fait de pouvoir connaître scientifiquement les objets. À ce moment-là, la réponse est négative. Qu'est-ce que le beau? Et elle exclut immédiatement quasiment la nutrition du champ de la jouissance esthétique qui ne concerne que des arts beaucoup plus nobles. Et puis l'autre point concerne les questions morales. Or, dans les questions morales, lorsqu'on traite l'alimentation,
on traite en règle générale des excès alimentaires. Donc on traite du fait que des individus, pour différentes raisons, sont amenés à se nourrir de manière démesurée. Donc c'est ce qu'on appelle l'hubris ou l'hybris, selon les traductions, qui est en cause. Ou le dernier angle, c'est souvent celui qui consiste à penser, au fond, les régimes alimentaires tels qu'ils se sont développés dans les cultures comme des formes déviantes, donc des déviances morales. Je vous donne un exemple qui est intéressant parce que il est développé par Jean-Jacques Rousseau. C'est une scène dans les rêveries du promeneur solitaire, donc un des derniers ouvrages magnifiques de Jean-Jacques Rousseau, dans lequel Jean-Jacques Rousseau a pour habitude d'herboriser. Et il se prend à ramasser une plante qu'il ingère, et son compagnon lui adresse immédiatement une sorte de mise en garde en lui indiquant que cette plante est toxique. Donc immédiatement, évidemment, Rousseau fait un pas en arrière, mais se ravise et finalement décide d'ingérer la plante en question. Il l'ingère aux dépens de la recommandation sociale qui indique que cette plante est toxique, et il l'ingère, il la digère et s'en porte extrêmement bien. Et c'est l'occasion pour Rousseau de proposer l'interprétation suivante, à savoir que en réalité, ce qu'il a éprouvé face à cette plante est d'abord une sensation de plaisir agréable qui lui indique au fond que cet aliment est bon à être consommé. Donc d'une certaine manière, la seule norme qui vaille est celle d'un goût qui s'exercerait conformément au fond à une physiologie du goût telle qu'elle s'indique par rapport à un usage pur du goût qui est toujours au fond contrebalancé ou contrarié par la sophistication sociale, notamment par la cuisine, qui est souvent mise en cause au reste. Donc, est-ce qu'on pourrait, pour que ça soit peut-être un peu plus accessible, dire que la philosophie sur l'alimentation n'est pas forcément très optimiste et très positive, et plutôt dans la crainte et pas dans l'aspect plaisir voilà, on peut... Est-ce que ça serait un peu ça Non, parce qu'il n'y a pas de crainte au sens sanitaire. Je pense que la question, très sincèrement, elle ne se pose pas de façon latérale lorsqu'il est question éventuellement, chez Plutarque, de consommer des animaux ou chez d'autres auteurs. Voilà, mais la question de la viande se pose. Hein, elle se pose assez régulièrement. Mais elle ne se pose pas, elle se pose à nouveau sous l'angle des souffrances qui seront infligées aux animaux, ou éventuellement de questions liées à des dérives diététiques, mais elle se pose rarement sous le jour d'un mal qui affecterait le corps en réalité, en tout cas comme du point de vue de la santé. Est-ce que parmi vous, certains ont des questions, des réactions ? Alors, on a vu, vous parliez, Monsieur Corbeau, justement, de la street food, etc., que c'était dans l'idée de manger un petit peu, des choses comme ça. Mais après, est-ce qu'on peut dire aussi que l'alimentation, elle est quand même propre à chaque culture, à chaque pays ? Par exemple, la street food, c'est quand même quelque chose qui est assez généralisé. Je ne sais pas, par exemple, en Chine, on trouve facilement, justement, dans la rue, voilà. Est-ce que, au niveau sociologique, justement, il y a cet aspect-là de distinguer les contextes de territoire, les cultures, parce que quand on ne vient pas de la même culture, forcément il y a des différences, ce qui est normal. Alors, bon, oui, ça marche. J'avais pas prévu d'intervenir sur la street food, mais je vais essayer de répondre comme ça. Je dirais, bon. Si je me permets de faire le zoom sur la street food, c'est que vous l'abordiez un peu comme une crainte et une peur. Non, je ne l'apporte pas comme une crainte. Hein. Je l'ai donné comme une stratégie c'était dans la construction du gastronomique. Alors c'est un petit peu provocateur de ma part de dire finalement, dans la gastronomie, il y a bien sûr la haute cuisine, il y a la cuisine pleine de souvenirs familiales, Madeleine de Proust, etc. Et il y a de plus en plus, et ça je l'ai constaté sur le terrain, tout ce qu'on peut appeler la street food et ça. Alors, je dirais, bon, je vais essayer d'être le plus rapide possible, mais j'essaye quand même de redonner tout ça.
la street food, c'est un phénomène urbain. Bon, c'est évident, mais il faut le rappeler quand même. Il faut le rappeler. Et donc, c'est déjà un élément de ma réponse par rapport à votre question. C'est que finalement, dès qu'il y a une grande ville ou une grande concentration urbaine, la probabilité pour qu'il y ait de la street food, à l'heure actuelle, est forte. Que la street food, qu'est-ce qu'on appelle street food ? Après, on peut déconstruire. Et moi, celle à laquelle je me réfère, j'essaie de vous le donner, je veux dire que ça n'a rien à voir, par exemple, avec ce qui se passe à Hanoï. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où, culturellement, je veux dire que la street food fait partie du mode d'alimentation. C'est-à-dire que, je veux dire que c'est, de façon plus récente, les petites bourgeoisies d'Hanoï ont découvert le McDo, ou l'équivalent, voire le restaurant, etc. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de manger assis sur le trottoir et on cuisine, ce qui est excellent d'ailleurs, hein, comme cuisine. Bon, c'est un exemple. Moi, ce qui m'a intéressé quand on a fait les enquêtes sur la street food, et ce qui m'intéresse encore, c'est de voir comment les camions, la nourriture près des camions, qui ne sont pas forcément des burgers, hein, c'est-à-dire que dans la street food, on peut y aller, ça peut être des produits de terroir, ça peut être des crêpes fourrées avec ceci et cela, enfin peu importe. Ce qui, moi, m'intéressait en termes de construction de plaisir et de gastronomique, c'est-à-dire laissant se penser en train de manger et en tirer plaisir, c'est bien ça ma définition là que j'avais donnée, qui rejoint tout à fait ce que dit Jacques Puiset d'ailleurs. Hein, il faut que ça me raconte une histoire et que je m'en souvienne. Donc qu'est-ce qui se passe, et là je suis un peu l'avocat du diable, hein, sur la street food, c'est qu'en réalité il y a des complicités qui se font en amont, et que c'est pas n'importe qui va être devant le camion de ça. C'est-à-dire qu'on a là des personnes qui généralement à la pause de midi vont trouver des formes de sociabilité et des complicités où les marqueurs sociaux sont mis entre parenthèses. Sauf que, si vous voulez, la sélection se fait en amont. C'est-à-dire que selon le type de cadre qu'on est, ou d'employé, ou des trucs comme ça, on va aller vers tel camion, ou tel autre camion, ou tel truc. Et qu'il y a une complicité dans les files d'attente. Et qu'en réalité, donc, il y a une sorte de prémisse. On salive avant, qu'est-ce qu'on va choisir, etc. Bon, je veux dire, le camion qui fume, par exemple, j'ai travaillé un petit peu sur les files d'attente devant le camion qui fume à la Défense. Maintenant, ils sont sédentarisés, ils ont ouvert des magasins. Mais avant, quand ils étaient en street food. Et donc là, j'ai eu la chance d'aller à Singapour un moment, vous avez l'équivalent dans d'autres endroits à Singapour. C'est-à-dire que, quelque part, c'est les mêmes clientèles que le regretté Asher avait, c'est le mangeur hyper moderne. Le mangeur hyper moderne qui se reconstruit une forme de sociabilité, donc de plaisir en même temps, où finalement le partage, il est individuel parce qu'on va manger son truc après, mais avant, il s'est passé quelque chose, on a échangé des mots, et ça ressemble à ce que dit. On verbalise, c'est-à-dire qu'on verbalise plutôt sur le désir. Hein, et en même temps, je vous dis, on met entre parenthèses son marqueur social, comme devant le kebab, on va mettre entre... Il y a des sélections, on sait bien que c'est pas n'importe qui va aller au kebab. Il y a certains stands de saladerie qui vont attirer plutôt des filles que des garçons. Tout ça. Je veux dire que... il y a des déterminants. Il n'y a pas de déterminisme, il y a des déterminants. Et que ces déterminants correspondent à un besoin de l'hypermangeur qui trouve là le moyen de faire une pause. Alors, le temps consacré à l'alimentation est peut-être plus un temps d'attente, etc. Mais même qu'après, quand on déguste, on a tellement attendu qu'on mobilise pour le coup sensoriel. Et qu'on développe ce plaisir-là, voilà, et justement. que c'est pas un hasard si on vous dit, attends, pour rebondir sur ce que dira sans doute Bruno cet après-midi, le steak haché qu'il y a dans le burger, il vient de l'Aubrac ou il vient de machin, c'est-à-dire qu'il est lui-même, il a des signes de qualité, il est bio, il est ceci, il est bon. Et le pain, il est fait avec telle farine bio, c'est-à-dire que d'un seul coup, même ce qui apparaît comme un sandwich banal devient un objet gastronomique parce qu'il y a eu un désir, il y a eu une initiation. Voilà. Et que c'est ça qui m'intéresse. Et que ça, c'est hyper urbain. On a la même chose à Londres. Quand on fait les marchés de Londres, en ce moment, je suis plus souvent là-bas. Vous allez à Borough, n'importe quoi, vous voyez Borough Market et tout. C'est alors, une sorte de complicité
où des gens se retrouvent ensemble, on ne sait pas qui ils sont. D'ailleurs, il y a une sorte de pseudo-brassage social. C'est le degré, si Barthes était là, il aurait dit c'est le degré zéro de la sociabilité, mais ça fonctionne. Et c'est de l'éphémère. C'est-à-dire qu'on n'est pas prisonnier. On n'est pas à l'inverse de la table où on reste longtemps. C'est un vrai choix. Là, on est quand même dans les consommations de signes aussi importantes que les consommations de produits. Et des signes qui ne sont pas marqueurs sociaux. Je suis un peu long, mais c'était ça ce que je voulais dire. Merci Monsieur Corbeau. Monsieur Loriot, vous vouliez rajouter quelque chose? Juste un point d'ailleurs qu'on avait vu dans le PowerPoint de Madeleine Ferrière, c'est, vous savez, ce vendeur de petits pâtés. Donc la street food, ça existe depuis très longtemps en fait. Hein. C'est pas du tout quelque chose de récent. C'est urbain en effet. Là, on est à Paris, mais c'est la même chose à Londres. Très tôt, dès le Moyen Âge en fait. Dès le XIIe siècle, on a des textes qui le montrent sans ambiguïté. Alors la question, c'est de savoir si la street food, c'est manger dans la rue ou acheter à manger dans la rue. Donc voilà, c'est peut-être aussi ça la distinction à faire. En l'occurrence, là, pour ces périodes anciennes, il s'agit d'aller acheter quelque chose qu'on va consommer ensuite dans un autre cadre. Et là, le topos classique, c'est le couple d'amoureux qui se trouve dans la chambre et qui commande effectivement des petits pâtés chauds pour prolonger le plaisir ou pour le préparer. Maintenant, c'est les sushis. Mais pour répondre à ta question, qui est fort juste, je dirais, est-ce qu'on achète dans la rue ou on mange dans la rue? Moi, je parle de ceux qui mangent dans la rue, hein, c'est clair. Et en même temps, c'est les héritiers. Et parce qu'il y a une vieille tradition, pour le coup, pour rebondir sur le Moyen-Âge et tout, c'est ce que... je n'arrive plus à trouver son nom. Non, mais j'explique, voilà. Non. Non, mais... On va vous donner le micro, monsieur, attendez, parce qu'on vous entend pas. je finis mon explication. Hein, bon. C'est ce qu'on appelle... Et Si, moi je suis là, je suis dans le sujet, je m'excuse. On va laisser monsieur Corbeau finir son argument, voilà. Et puis... Vous permettez que je termine? Merci. Oui, mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais, allez-y, monsieur. donc je termine sur le... Je dis que c'est la gestion de l'eau, l'avenir. Non, mais en fait, c'est un peu l'objet des échanges. C'est important de placer aussi dans l'histoire. Donc, monsieur Corbeau, je vous laisse continuer. Merci. Non, mais surtout qu'on peut en discuter ensemble avant. Oui, mais simplement, ça fait partie de la vie sociétale, voilà. Alors sur ce, je reviens. Ah, vous avez perdu votre j'étais sur les trois. C'était Dumay, je crois, un historien qui s'appelait Dumay, qui disait, il y a 3 types de cuisine, et j'y crois à ça. Et ça, on ne l'a pas dit, donc je vais le dire. Je pense que ça ne va pas intéresser les gens ici. Il y a la cuisine familiale. À travers l'histoire, hein. Tu me diras si tu es d'accord ou pas, mais moi je suis d'accord avec ça en tout cas. Il y a la cuisine familiale, il y a ce qu'il appelle la haute cuisine. Bon, la haute cuisine qui est celle du spécialiste, enfin peu importe, ça a été. Et puis il y a, et ça on l'oublie, et c'est là où il y a la street food, c'est là-dedans, telle que moi j'utilise, la cuisine de foire. Et la cuisine de foire, c'est la cuisine de rencontre. Donc je pense qu'on la trouve même avant l'équipe médiévale. C'est-à-dire que dès qu'il y a forum, il y a des aliments, mais qui sont des aliments porteurs justement d'un désir de rassemblement. Et donc c'est ça qui m'intéresse. Ça a un petit peu disparu au 19e, si vous voulez, sauf dans les milieux paysans, ouvriers, et encore ouvriers pas sûrs, sauf en paysannerie. Et là, avec justement des nouveaux espaces urbains, et encore une fois je cite Acher, je crois que dans des lieux parfois improbables, entre deux tours de bureaux, parfois dans un champ, parfois dans un square, etc., apparaissent des désirs de rassemblement qui font penser, je ne dis pas que c'est, mais qui font penser à la cuisine de foire. Voilà. Alors, ce qu'on peut quand même constater, peut-être des réactions, des questions qui sont dans la démarche de l'intervention de M. Corbeau, hein, bien évidemment. Non ? En fait, ce qu'on peut quand même relever, c'est que l'alimentation, elle a une sacrée force, parce que depuis toute la création, enfin depuis la création de l'humanité, on peut dire jusqu'à maintenant, c'est toujours un questionnement, une problématique, hein, on peut dire, qui revient, qui évolue forcément avec les temps, la modernité de
notre environnement et de tout ce qui peut être développé. Et ce qui est très important, vous le disiez, Monsieur Puiset, c'est que c'est vraiment la seule chose aussi qui révèle, qui met en action les 5 sens, l'alimentation. Et ça, c'est quand même important parce que c'est un pouvoir extrême de pouvoir révéler les 5 sens. Alors, au-delà du vin qu'on doit écouter, etc., mais de l'aliment. Et justement, ce lien entre le vin et l'aliment, est-ce que vous pensez que ça accentue encore plus l'éveil de ces 5 sens? Est-ce que ça ouvre justement encore plus de plaisir ou encore plus de peur? Parce que quand les sens sont en éveil, c'est pas forcément pour ça qu'on a plus de plaisir. On peut accentuer encore plus nos peurs. Qu'est-ce que vous diriez par rapport à ça, Monsieur Puiset? Dans le repas, il y a toujours une phase sèche et une phase humide. Le sec est dans l'assiette, l'humide est dans le verre. Et il y a, pour moi, ce sont des acteurs. Quand la salade est dans l'assiette, elle va vous raconter son texte, son rôle de salade. Bon. Il faut trouver dans le verre quelque chose qui va lui convenir. Et c'est ça tout cet aspect du manger, c'est-à-dire la relation entre le sec et l'humide. On a tort aujourd'hui, on parle trop souvent du sec et on ne parle pas de l'humide. Et notre gastronomie, je parle là en tant que je suis vice-président de l'Académie des gastronomes, donc je suis un acteur permanent. Combien de mets disparaissent bêtement parce qu'ils n'ont pas rencontré l'humide, parce qu'ils ne se sont pas sensoriellement mariés. Et ça, c'est un art. La gastronomie est un art, c'est l'art de boire et manger. Et la France devrait le savoir, puisqu'on lui a donné ce titre de patrimoine immatériel. Alors ça, c'est intéressant, parce que tout ce que l'on dit là, c'est immatériel. La véritable mémoire est immatérielle. Avec ça, vous débrouillez. Ce que je vous disais tout à l'heure, je ne peux pas. Alors, le mariage des boissons et des vins, il est certain que le vin est l'agent humide qui se prête le mieux à donner une réplique heureuse au sec. Et je vais prendre un exemple sur le Japon, où je vais depuis très très longtemps. Quand on a marié, on a conservé les aliments japonais secs, mais on les a mariés avec des vins ils étaient heureux, quoi. Bon, un mariage, on est heureux, autrement, c'est pas la peine. Bon, et si je me sens bien au Japon, si j'ai créé des classes du groupe enfant, c'est parce que on a mis en valeur leur alimentation par le vin. Et eux ont mis aussi nos vins en parler. Vous êtes là dans ce rapport où à la fin, ça doit être positif pour tout le monde. Et ça, je reconnais que je ne suis pas toujours content, depuis surtout quelques années, où il y a merci de votre question, parce qu'on oublie l'humide et on oublie ce mariage du sec et de l'humide. Même si vous goûtez des eaux, je vois il y a des eaux minérales qui sont... On peut très bien boire de l'eau, ça c'est pas... oui, et le vin c'est en toute modération. Mais je suis allé dans des centres où je suis allé marier des plats avec des eaux, et il y a des eaux qui vont entrer dans le mouvement. C'est un problème de mouvement. On entre dans le mouvement, et comme il y a un mouvement, il y a de l'énergie, et on a du plaisir. Tout ça, c'est simple comme tout. Mais il faut faire le bon mariage. Un petit effort. Et d'ailleurs, vous savez, je crois qu'il y a une chose. Il faut d'abord désirer la chose. Si vous désirez de marier ça et ça, ça va. Ensuite, il faut faire l'effort de le faire. Et puis après, vous avez le plaisir. Vous n'avez pas de désir. Donc il y a quand même une partie effort. On peut avoir le désir, voilà. Mais si on n'a pas S'il n'y a pas d'effort, c'est-à-dire ça peut être simplement de prendre sa fourchette, de regarder quelque chose. Mais c'est ça. Et pour moi, le repas, il nous ramène à cette dimension de donner de son temps, d'offrir de son temps aux choses pour les entendre. Merci beaucoup, Monsieur Puiset. Peut-être des réactions, des questions par rapport à ce qu'on vient d'entendre, ou de la part de nos intervenants, peut-être du point de vue philosophique, les sens dans l'alimentation, quelle connotation ça peut avoir? Alors, sur la question des sens, alors, évidemment, c'est à chaque fois des questions immenses qui sont ouvertes.
Disons que, pour le dire de manière peut-être un peu rapide, schématique, mais en suivant une certaine ligne directrice, en règle générale, on ne considère pas que le goût mobilise les 5 sens. Au contraire, c'est plutôt un sens relativement aveugle, ou dans le meilleur des cas borgne, on va dire, qui est dans l'incapacité totale d'accéder à des représentations. Difficulté, par exemple, à représenter un goût, en réalité. Alors, effectivement, il y a un vocabulaire, ça a été signalé ce matin par Jacques Puiset, assez riche. Il y a une sémantique du vin assez juste, assez riche et assez juste dans une certaine mesure, mais vous remarquerez qu'elle a toujours pour base de s'appuyer sur des métaphores qui sont elles-mêmes alimentaires. Autrement dit, on restitue une saveur par une autre saveur, et il faudrait à nouveau opérer l'opération qui consisterait à remétaphoriser au fond la saveur correspondante, et on voit qu'on est au fond dans un cercle sans fin. Donc l'histoire, au-delà des passions gastronomiques qui sont ici reflétées, l'histoire du goût, c'est plutôt l'histoire d'un sens extrêmement marginal, extrêmement pauvre, et je ne suis pas sûr que les choses aient beaucoup évolué, à vrai dire, à l'heure actuelle. Monsieur Loriot, je crois que vous voulez réagir. Oui, parce que le terme de goût, en fait, il est polysémique, enfin, donc, en français en tout cas. Donc, il désigne à la fois la préférence, on va dire, et cette préférence-là, effectivement, elle peut s'appuyer sur diverses expériences sensorielles, et puis elle désigne un sens aussi, qui, dans la hiérarchie des sens héritée d'Aristote, désolé, donc je remonte même avant le Moyen-Âge, Monsieur Loriot, donc, vous exagérez. vraiment, donc, est un sens un peu, effectivement, plutôt bas placé. Il est juste avant le toucher, qui est vraiment le sens le moins bien placé, mais il est en dessous de l'odorat, par exemple. Donc voilà. Et donc le sommet étant la vue et l'ouïe, puisque évidemment c'est des moyens d'approche de Dieu. Donc voilà, du divin. Exactement. Le terme, au reste, le terme théorique vient de théorétique, qui renvoie à la vue. Une des difficultés du sens du goût, c'est qu'il est quasiment aussitôt rabattu du côté de la nutrition. C'est-à-dire que c'est le sens dévolé à la nutrition, et dans la mesure où il sert à nourrir l'espèce humaine, il est au fond commun à toutes les espèces, y compris les espèces végétales, même si le système nutritif est cette fois différent. Et il y a encore un facteur aggravant, c'est que ce sens-là, en réalité, est une sorte, Aristote le dit assez justement, une sorte de toucher lingual. C'est-à-dire qu'il n'a même pas il n'a pas réellement de champ à part entière, de champ sensible, et il ne se manifeste qu'à travers des émotions. En fin de compte, le goût, c'est d'abord effectivement du plaisir ou des sentiments désagréables, mais il y a une difficulté à saisir, au fond, l'objet lui-même, indépendamment de ce qu'il produit sur celui qui goûte. Juste pour l'expertise des sens, qui est des différents sens, toucher, goût, etc., à travers la dégustation du vin, c'est quelque chose on pourrait poser la question plus globalement. On a vu que cette expérience des sens était très importante dans la discrimination que faisaient les consommateurs entre les aliments, et on peut se demander, enfin, dans l'ancien régime alimentaire, disons, on peut se demander si aujourd'hui il n'y a pas une perte de cette expertise des sens, qui est en partie, à mon avis, une des raisons pour lesquelles on est un petit peu en position difficile vis-à-vis de l'aliment, n'étant pas en mesure, au fond, de pouvoir en faire une approche directe. Parce qu'il y a trop d'intermédiaires, parce qu'on est passé, par exemple, d'une viande visible à une viande quasiment invisible. On pourra peut-être en parler cet après-midi, mais peut-être même maintenant. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord reconquérir l'expertise des sens ? Enfin, c'est une question. Oui, monsieur Puiset, une réaction ? Non, ça, simplement pour l'anecdote, puisqu'on est dans la mode, peut-être certains, il y a déjà peut-être une trentaine d'années tout de même, mais dans ce sens de transfert de sensations par le vin, à Tours, grâce à une styliste,
ça m'échappe maintenant, mais c'est pas grave, ça va revenir. On a fait des collections de robes à partir du vin. Et il y a eu des présentations avec, c'est-à-dire que le vin était, et le choix, j'étais évidemment, le choix des tissus était en relation avec le toucher du vin. Parce que quand la robe était présentée, il y a un mouvement en fonction de la densité, enfin tout ça du tissu, et il fallait retrouver le même mouvement sur le palais avec le vin. Donc ça fonctionne très bien. Il y a eu 3 collections, il y a eu 3 années de suite. Ça se passait au château d'Artilly. Il y avait même la garde républicaine de Paris qui venait sur les perrons. Enfin, c'était sérieux. Hein. Et j'ai continué au Canada. Hein, et j'étais surpris de voir des stylistes qui n'avaient jamais bu de vin. La robe, quand vous goûtiez le vin, pardon, et vous regardiez la robe, eh bien, la robe prenait de l'ampleur et le vin aussi. Donc ça, c'est des choses qui existent. Ce qu'il faut, c'est avoir des âmes généreuses pour servir cette chose-là. Et puis oser le faire, oser l'expérience. Quelque part, c'est une expérience. On ne sait pas si chacun va se l'approprier. Et puis, c'est quand même 2 environnements différents qui se sont rencontrés, la mode et le vin. Et là... Quand vous goûtez le vin, vous êtes les 5 sens. Donc, à partir de ces 5 sens, votre cerveau, à l'image, vous pouvez transposer en musique. L'autre jour, j'ai quelqu'un j'ai fait tenir il jouait du Chopin et j'ai fait tenir le verre, enfin, il a goûté le vin, évidemment, par la jambe ou par le pied. Eh bien, le mouvement qu'il a donné était différent, à condition que vous ayez en vous, justement, que vous vous débarrassiez de tout ce qui est extérieur et que vous laissiez pénétrer par la chose et la transposer. C'est ça, cette dimension actuelle. Vous comprenez, on veut aller vite, puis on n'est plus dans le mouvement. Voilà. Je crois que c'est ça, c'est la confusion de la vitesse et du mouvement. Exactement. Et en fait, ça me permet de faire un constat. On a l'impression quand même qu'on culpabilise un peu le consommateur. On peut avoir du plaisir, mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas des peurs qui se développent parce qu'on culpabilise le consommateur, dire attention, il faut bien manger, des bons produits, du bio, il faut faire attention à son équilibre, il faut faire du sport aussi pour allier les deux. Est-ce que, de votre point de vue, on n'est pas en train de nous culpabiliser un petit peu et de gâcher un peu le plaisir qu'on peut avoir certaines fois? Madame Ossipov. C'est assez évident, si je prends les 2 exemples sur lesquels j'ai travaillé. Bon, le végétarisme, c'est une redécouverte de toutes sortes de goûts et d'une palette des goûts qui peut être très différente, puisqu'il n'y a pas les produits carnés là-dedans, donc c'est intéressant, notamment autour du gras, parce qu'il va falloir retrouver d'autres manières de faire gras. Mais bien sûr, à part ça, le végétarisme et encore plus, je pense, le véganisme maintenant, c'est quand même une entreprise de culpabilité des consommateurs très forte. Et on en arrive presque à la plante de Rousseau, c'est-à-dire que si vous transgressez peut-être ces règles pour avoir un peu de plaisir. C'est pourquoi il y a pas mal de gens qui se disent flexi-végétariens et non pas végétariens. Mais c'est vrai que les véganes, c'est leur droit, hein c'est leur droit et l'organisation de leur monde. Mais c'est vrai qu'une partie de leur discours est fondée à l'égard des omnivores sur la culpabilité. Puis ça va loin, puisque ça ne culpabilise pas que nos palais, mais ça culpabilise aussi l'ensemble de nos actions en lien avec l'environnement. Puisque vous disiez, Monsieur Corbeau, c'est le regard des autres, du coup, peut-être, qui accentue cette culpabilité. Enfin, je confirme. Effectivement, la culpabilité fait partie. J'ai évoqué tout à l'heure, il y avait dans les slides quelques photos, mais je veux dire, on remonte depuis. C'est lié au mouvement du consommérisme, où on voit bien comment. Tu l'as dit avant moi sur le végétarisme, c'était une des premières, sinon la première à écrire là-dessus. Mais dans tous les chiffres, je me souviens de Jean-Louis Lambert qui faisait sa thèse à peu près au même moment. Parlait donc on est dans les années 80, entre 85 et 90, disons, à peu près, oui, c'est ça. On voit bien comment déjà, ça concerne dans les catégories relativement privilégiées, on va dire, hein, chez les femmes plus que chez les hommes, la consommation de viande diminue
au bénéfice de la part végétarienne ou végétale dans l'assiette. C'est à mettre en parenthèse, moi je mets ça en parenthèse aussi, au niveau de la cuisine, de tout ce qui était Bocuse et la nouvelle cuisine de l'époque, où la mise en scène de l'assiette fait que c'est plus le légume qui accompagne la viande, mais c'est finalement une mise en scène asiatique avec il y a 3 parties. Hein. Bon, il y a les 3 parties de l'assiette, donc puis après la viande va être de plus en plus sous forme d'émincé et va devenir transparente pour s'estomper carrément chez certains donc chefs, pardon, j'ai du mal à le dire. Donc dire que c'est un mouvement qui est lointain, on le voit. Enfin, je parle uniquement en contemporain, en tant que sociologue, je ne parle pas d'historien. Et donc on voit bien comment l'étude de la consommation alimentaire actuelle, elle est marquée socialement comme de plus en plus végétale, selon sa position sociale et son genre, disons. Bon. Même si maintenant, il y a aussi des végans et ça. Et donc, c'est important pour rapport à ce qu'on a dit hier pour ceux qui étaient là, sur la réflexivité avec Régis. La réflexivité, c'est plutôt féminin que masculin. Ça ne veut pas dire que les hommes ne réfléchissent pas. Hein, mais c'est ce que j'allais vous dire. Voilà. Bon. Mais la réflexivité, elle est à catégorie sociale. Boltanski avait fait des études là-dessus. Enfin, on pourra donner des biblios après. Mais sur une population de catégorie sociale égale, les femmes sont plus réflexives par rapport à leur corps. Alors, c'est peut-être pour des raisons culturelles, c'est parce qu'elles ont des cycles menstruels, parce que leur sexualité n'est pas la même que la sexualité. Enfin, il y a plein de raisons, hein, je veux dire, mais c'est factuel, ça se constate. Et donc, dès qu'il y a réflexivité, et on revient à la culpabilité, il y a désir de manger moins de viande, c'est sûr. Bon. Et de ce point de vue, et c'est là où je termine, les médias, que j'évoquais un truc, jouent un rôle, puisqu'en réalité, dans toutes les enquêtes de sociaux qu'on a pu faire et qu'on fait encore, on voit bien comment, pour le coup, aussi bien en termes d'écoute de radio qu'en termes de lectorat, les femmes sont plus cibles de messages catastrophiques que les hommes. Ça, il n'y a pas photo. Et que donc, comme en même temps, elles sont, pour des raisons sexistes que je condamne, plus actrices du culinaire ou des achats que Tarzan dans le couple si couple il y a, eh bien, effectivement, on a là une sorte de système dans lequel la culpabilité de manger de la viande, avec en même temps l'anthropomorphisation de l'animal que j'évoquais hier, c'est-à-dire le fait que d'un seul coup l'animal n'est plus l'animal de rente, mais l'animal domestique, qu'on choisit, etc., et qu'on n'est plus sarcophage. On n'est plus zoophage, je veux dire, on est sarcophage, et que donc il est hors de question de manger la vache comme Yvonne Preswerck pouvait le faire sur les reines de combat. Voilà. Donc on voit bien comment il y a un système qui sera sans doute évoqué cet après-midi. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Si vous voulez justement entendre la suite, venez cet après-midi. Monsieur Assouli, vous avez un... Oui, simplement pour ajouter une chose, c'est vrai que se pose sans doute la question de la culpabilité des mangeurs de viande vis-à-vis du regard qui est porté sur eux par les végétariens ou les véganes. De même qu'on peut analyser les phénomènes en termes en termes sociologiques, comme vous l'avez fait, il n'empêche que la question de la consommation de viande n'est pas une question nouvelle. C'est une vieille question et précisément, elle n'est pas disqualifiée ou dévalorisée parce qu'elle est vieille. Au contraire, elle montre aussi la constance d'un questionnement et d'une inquiétude qui est absolument majeure et qui, d'une certaine manière aujourd'hui, est redoublée évidemment par une donne environnementale écologique qui lui donne aussi toute sa pertinence. J'insiste sur ce point, et elle pose plus généralement une question à laquelle on ne peut pas se soustraire ou qu'on ne peut pas simplement réduire à des rapports de culpabilisation, qui est la question du rapport entre l'homme et l'animal et de la violence qui évidemment est générée à la fois dans l'élevage et évidemment a fortiori dans les formes de production industrielle qui ont au fond démultiplié ce rapport. Voilà, donc moi j'ai parfois quelques réserves sur l'argument qui a sa pertinence, qui consiste à un moment donné à dire au fond
on culpabilise les gens, parce que c'est aussi un argument qui fait, alors je le dis de façon un peu schématique, qui peut faire aussi le jeu, alors je le dis de façon un peu massive, hein, le jeu d'industriel qui précisément voudrait au fond qu'il y ait davantage de déculpabilisation de manière à ce que les comportements alimentaires soient désinhibés, qu'au fond on puisse manger bouche béante et sans doute avec moins d'inhibition. Donc oui, effectivement, qu'il y ait de la culpabilité, des réserves, des difficultés à manger, il faut qu'il y en ait au fond. Il faut qu'il y en ait. Il faudra qu'il y en ait. Après, il suffit de savoir comment on négocie avec et à quelles conditions. Mais d'après vous, qui culpabilise ? Voilà. Qui culpabilise ? Qui incite la culpabilisation ? Écoutez, je sais pas si on. Je sais pas si après la culpabilisation, c'est d'abord une expérience vécue. C'est d'abord, ça peut être une forme d'autocensure qui fait qu'on a le sentiment d'avoir été culpabilisé. Moi, je suis pas. Effectivement, qu'il y a sans doute une partie des végétariens, mais je dirais plutôt de ceux qu'on appelle les véganes, qui peuvent avoir un discours vindicatif à l'endroit des mangeurs de viande. Mais il y a une bonne partie des mangeurs de viande qui ont d'une certaine manière intériorisé la difficulté qui est la leur à continuer à manger de la viande dans les conditions qui sont les nôtres. Vous voyez, c'est pas simplement sur la culpabilité, c'est d'abord, si on se réfère à l'expérience psychanalytique, c'est d'abord une aventure au fond personnelle avant d'être une aventure collective. Madame Ossipov voulait réagir. Oui, je voulais juste ajouter qu'il n'y a pas que les végétariens et les véganes pour culpabiliser le consommateur. Les premiers grands culpabilisateurs, à mon avis, c'est le système de santé. On passe son temps à recevoir des messages qui nous disent mangez moins gras, mangez plus de légumes. Bon, maintenant, c'est peut-être plus le gras, c'est le sucre. Donc, je dirais que dans une perspective un peu foucaldienne, les végétariens sont parmi les culpabilisateurs et ils nous culpabilisent sur certaines dimensions. Mais les premiers qui nous culpabilisent, ou les premiers et premières qui nous culpabilisent, c'est les médecins, dans le fond, ou c'est les nutritionnistes. Alors, ils nous ont culpabilisés à travers le temps sur des choses différentes. Mais globalement, il faudrait qu'on mange selon un modèle ultra strict qui nous permette de rester fit, en bonne santé et de coûter moins cher à la société. Est-ce que certains parmi vous se sentent culpabilisés, souhaitent réagir à ces propos ? Ah, pardon, je vous ai... Non, en fait, je ne voulais pas du tout intervenir dans ce sens-là, mais... Mais on a partagé effectivement toute cette dimension, je dirais, toutes les injonctions, etc., et médicales qui sont bien sûr un point important. Non, moi je voulais revenir sur un autre point qui était sur le plaisir et sur un acteur qu'on a identifié tout à l'heure qui est le temps, qui a été évoqué, parce que pour faire tourner tous les sens, eh bien, il faut effectivement du temps, il faut se laisser du temps. Et est-ce que ça, c'est compatible avec notre société actuelle ? Est-ce qu'il n'y a pas risque ? Monsieur Puiset. Moi, je pense qu'il faut tout de même repositionner l'homme en tant qu'omnivore. Hein. On retrouve Fischler. Donc c'est comme ça, on nous a donné 5 sens, on ne l'a pas donné à d'autres. Donc on a presque une mission, hein, puisqu'on ne peut pas aller dans la nature sans passer par le sensoriel. Donc c'est clair. Hein. Alors, en ce qui concerne la viande, ce qui me désole tout de même parfois, c'est de dire on mange de la viande. Non. Est-ce qu'on mange le gigot droit ou le gigot gauche de l'agneau ? Parce qu'ils n'ont pas la même chose à vous raconter. Est-ce qu'on mange une bavette ou est-ce qu'on mange un morceau de poire ou est-ce qu'on mange Parce qu'à ce moment-là, on va rentrer dans l'usage des muscles, leur fonction. Et on va manger une fonction et on va avoir du respect. Donc c'est ça qui m'ennuie aujourd'hui, c'est qu'on mange de la viande. Non, on mange quelque chose qui a une fonction. Ce sont des cellules qui ont une fonction dans un ensemble et elles se donnent à nous pour nous raconter cette histoire. Voilà. Après, je pense que ça peut porter à différents débats. Chacun a son point de vue par rapport à cette situation-là. Là, c'est un point de vue Monsieur Puiset. Monsieur Corbeau, vous voulez rajouter quelque chose ? Ça n'a pas forcément répondu à votre... Ça a répondu à votre question ? Oui.
Voilà. Mais... Monsieur Debré. Oui, j'allais pousser un tout petit peu plus loin la conversation qui est peut-on conduire le goût en dégoût, transformer le goût en dégoût. Et en fait, il y a à l'heure actuelle 2 types d'expériences de thérapie génique qui sont faites. Vous pouvez en fait faire de la thérapie génique sur les papilles gustatives et transformer complètement le goût que vous avez, par exemple, quand vous mangez une madeleine, en quelque chose qui est un dégoût. Et vous avez une autre méthode qui est encore plus extraordinaire, qui est d'introduire des faux souvenirs dans votre cerveau. Et vous pouvez introduire un faux souvenir de stress ou de stimulation douloureuse. Ce qui fait que quand vous allez voir l'aliment, eh bien, vous allez ressentir une douleur. Et en fait, donc avoir exactement l'effet inverse du goût. Donc ça, on va sûrement le vivre. Enfin, peut-être pas nous, hein, mais plus tard. Voilà. Monsieur Merceau. Monsieur Merceau. Oui, depuis l'intervention de Madeleine Ferrière, donc récitée par Bruno Loriot, et dans vos propos, il y a quand même quelque chose qui revient, je crois, de façon assez fréquente, c'est le rapport au passé, en disant ça, ce n'est pas nouveau, ça a existé. Ce qui me paraît être en partie nouveau, c'est la perte de crédibilité de la parole, qu'elle soit politique ou académique. Actuellement, il y a une consultation publique sur les zones de non-traitement qui a été lancée, et tout un chacun peut donner son avis sur le fait qu'il faille traiter ou ne pas traiter à 0 mètre, à 5 mètres, à 50 mètres ou à 150 mètres. Au passage, dans le vignoble de Vouvray, si vous supprimez les traitements sur une borne de 50 mètres, vu le morcellement du vignoble, vous supprimez la moitié du vignoble. Voilà. Or, tout un chacun va pouvoir s'exprimer là-dessus. On constate aussi, je crois, que lorsqu'il y a des messages, soit des messages de santé publique, soit des messages sur l'environnement, tout le monde a un avis, parce qu'on est aujourd'hui dans une société où tout le monde peut avoir un avis et surtout l'exprimer via les réseaux sociaux ou des journalistes via des unes. Et derrière cela, si on n'est pas, je crois, capable de monter collectivement en compétence, la part d'irrationnel ou la part plutôt de passionnel, on l'a vu tout à l'heure, prend le pas. Tout ça pour dire que si, pour reprendre les mots de Jean-Pierre Corbeau, il parlait d'incorporation, on pourrait aussi reprendre le mot consomme-acteur. Si on veut aller vers cela, il faut en partie finalement revenir à, peut-être pas les classes du goût telles qu'elles ont été imaginées il y a 40 ans. Enfin, quelque part, c'est ça, c'est la question de l'apprentissage qui est posée. Et la communauté scientifique, bon, les véganes, enfin, avec L214, aujourd'hui, c'est typiquement ça. Aujourd'hui, ils ont une offre pédagogique, entre guillemets pédagogique, en direction des écoles en France. On a des instruments, que ce soit la déclaration de l'Union européenne sur les patrimoines alimentaires, que ce soit le Code de l'éducation, que ce soit récemment l'article 1 du Code rural qui a été modifié pour donner un objectif à la politique agricole et alimentaire de la France sur l'éducation à l'alimentation. On a des outils. Reste à mettre en œuvre ces politiques de façon concrète. Monsieur Loriot. Juste un mot pour dire que c'est le sujet précisément des rencontres François Rabelais qui auront lieu le 20, donc c'est un petit moment de publicité, le 22 et le 23 novembre prochain, ici même. Hein, c'est quelle éducation au goût pour la jeunesse. Voilà. Oui. Alors, ça serait bien d'avoir un micro, s'il vous plaît. Juste, bon, par ailleurs, ça serait un très bel hommage au fait que les classes du goût sont nées avec Jacques Puiset à Tours. Et on ne peut pas dire que la reconnaissance globalement de notre territoire par rapport à l'action qui a été menée depuis 40 ans soit très présente. Donc, ce sera un peu un rendez-vous d'anniversaire. Simplement, on va retrouver le mot goût mis en avant, comme le ministère de la Santé, le PNNS, va mettre en avant le mot nutrition. Peut-être faut-il aller davantage, et je pense que les universitaires peuvent le porter très facilement, sur la dimension, le mot, alors il y a culture de l'alimentation, mais culture générale de l'alimentation. Parce que ça touche tellement de domaines que le mot goût, le mot nutrition va tendre à restreindre. Voilà. Mais bon, merci. J'y serai. Que diriez-vous
de la puissance des médias par rapport au fait du bien ou du pas bien, manger, de créer du plaisir ou créer de la peur? Est-ce que vous pensez que les médias, quels qu'ils soient, ont un impact et une puissance par rapport au libre choix, on va dire, du consommateur? C'est une grande question qui pourrait amener peut-être à... Voilà. Mais juste quelques mots chacun de votre point de vue à vous. C'est bientôt On a encore 2 heures, c'est ça? C'est bientôt l'heure, donc ça tombe bien. Non, bon, enfin, soyons sérieux. Il y a eu le baromètre, il y a un baromètre sur NutriBébé, l'enquête qui est faite. Et dans le baromètre, en général, on regarde les effets des différents prescripteurs. Alors, c'est par rapport à l'éducation des 1000 premiers jours qui ont été évoqués hier. Donc, quand on regarde ces baromètres depuis cette dernière décennie qui sort, on voit que le rôle des médias est important, mais pas forcément le plus important. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est, et vous allez comprendre à la fin pourquoi finalement sur certains types de consommateurs, dans ma réponse, les médias sont fondamentaux. C'est important, donc dans l'enquête du panel, enfin, de mémoire, parce que je n'ai pas révisé avant de venir, je crois que c'est d'abord le prescripteur, c'est le médecin, c'est-à-dire que la fréquentation du PMI, voilà, du professionnel de santé, est le plus grand. Ensuite, il y a la famille, et après, il y a les médias. Sauf que, si vous prenez, là, c'est des mamans, et que justement, dans l'enquête, j'avais expertisé plus ou moins l'enquête, on s'apercevait qu'il y avait un gros problème concernant l'alimentation dans les 1000 premiers jours, sur les mères célibataires, qui sont quand même ciblées, c'est là qu'il y a les pathologies, etc. Ça veut dire celles qui n'ont pas de famille ou qui n'ont pas forcément la fréquentation habituelle du spécialiste, quel qu'il soit. Donc quand vous prenez à l'âge adulte, et c'est ça ma réponse, c'est que si vous avez, et qui est le vrai problème, alors est-ce que c'est l'œuf, la poule, mais plus vous avez affaire à des mangeurs solitaires, et donc l'urbanisation a créé de la solitude. Et s'il n'y a pas de sociabilité, et s'il n'y a pas de partage alimentaire, et s'il n'y a pas de verbalisation devant quelqu'un, et que d'un seul coup vous êtes uniquement dans la fréquentation d'un média quel qu'il soit, là vous accentuez encore votre solitude et votre inquiétude. Vous êtes tout seul à résoudre des problèmes où vous n'avez pas la clé de lecture. Donc, quelque part, vous creusez, si j'ose dire, non pas avec les dents, mais avec votre imaginaire négatif, vous allez creuser, entre guillemets, votre tombe, en tout cas du point de vue imaginaire. Voilà. Madame Ferrière. Alors, je voulais c'est pas grave. Je voulais dire 2 choses par rapport aux 2 dernières choses sur lesquelles j'ai travaillé. Par exemple, de nouveau par rapport aux végétariens et aux véganes. En tout cas, moi, ce qui m'apparaît à faire une énorme différence, c'est peut-être pas forcément les médias, mais c'est les réseaux sociaux. Je pense que c'est un média. Le mouvement vegan, en tout cas en France, tel qu'il s'est développé, sans les réseaux sociaux, n'aurait pas pris cette ampleur-là. Puis ça, si je sors de ce domaine-là, et maintenant je m'intéresse au domaine dans lequel je travaille maintenant, qui est lié à la précarité alimentaire. Et moi, ce qui me frappe, c'est quelque chose qu'on va étudier. Pour l'instant, on ne l'a pas encore mesuré. On mesure rarement, mais là, on pourra mesurer. C'est comment, dans les médias, on parle de l'aide alimentaire et comment on parle de la précarité. Mais surtout de l'aide alimentaire. Sur tous les articles qu'on a lus jusqu'à présent, on parle très peu d'aide alimentaire, mais on parle surtout de greenwashing, de recyclement des invendus et ces choses-là. Et donc, quelque part, on cache la pauvreté pour mettre plutôt en avant la bonne façon de recycler les aliments par rapport à l'environnement. Alors, c'est quelque chose qu'on va poursuivre et qu'on va essayer de tester vraiment, mais je pense que les médias, là, ont une manière de présenter des choses qui influencent sérieusement le lectorat. Alors, comme le temps passe, on va arriver... Voilà, il y a une question. Allez-y, monsieur. Tout d'abord, merci pour la qualité de ces interventions ce matin. C'était d'un même niveau qu'hier et je ferai le lien d'ailleurs avec ce que j'ai entendu hier. J'introduis mon propos et ma question par la question que vous avez posée, à savoir les peurs et les plaisirs. Alors j'ai peut-être été un des rares, mais j'ai répondu
aux peurs et aux plaisirs. J'ai évidemment des peurs et j'espère que tout le monde a des peurs, parce que quand on voit que 500 personnes, il y a quelques jours, d'annoncer dans la presse, se sont présentées aux urgences ou sont arrivées aux urgences dans un état difficile parce qu'ils avaient consommé des champignons vénéneux, on comprend qu'il y a encore un travail à faire et que ce n'est pas anormal d'avoir des peurs, c'est même une nécessité dans un certain nombre de cas. Voilà mon premier propos. Je veux donc faire le lien avec l'intervention d'hier sur le réchauffement climatique. Alors là aussi, je ne vais plus mettre le mot peur en évidence, mais plutôt le mot crainte, puisque je ne sais pas ce que sera demain et que je ne sais pas ce que la science fera pour compenser les problèmes que je vais évoquer maintenant. Alors d'abord, ma constatation de petit jardinier ou un petit espace. Aujourd'hui, j'ai lilas qui est fleuri, j'ai l'oranger du Mexique qui est fleuri. Alors j'enlève les plantes qui ne sont pas comestibles, mais je reviens maintenant à la tomate. La tomate, cette année, a mis beaucoup de temps. Elle a grossi normalement, mais en revanche, elle a rougi tardivement, elle a mûri tardivement, pour ne pas dire une quantité importante, et restée verte. Interrogation. Alors on a parlé du vin, je viens donc au vin. Et autour de la table, d'une table au concours général agricole, une œnologue précisait, alors d'abord notre première constatation c'était d'avoir des vins 2018 qui étaient un degré de 14 degrés de mémoire. Or, un vin blanc, un sauvignon, on avait l'habitude d'entendre 12, 13, ça commence à être un vin un peu tonique en matière d'alcool. 14, c'est beaucoup. Et elle a ajouté qu'elle venait d'une région que vous avez citée, M. Puiset, Châteauneuf-du-Pape, en disant « il y a des interrogations significatives sur l'évolution du vin dans cette région, Gigondas, Châteauneuf-du-Pape », et je m'arrête là dans la citation de ces vins corsés, toniques, poivrés. Et ça, c'est étroitement lié au réchauffement climatique. Je vais fréquemment en Allemagne. En Allemagne, il y avait des vins un peu âpres, un peu qui manquaient de soleil en quelque sorte, comme vous l'avez évoqué. Le soleil est quand même quelque chose d'important dans la vinification. Il s'avère qu'aujourd'hui, ça fait des vins excellents, des vins avec un arôme, une couleur. Donc cette évolution, et c'est ma question, cette évolution avec le réchauffement climatique ne va pas engendrer un désordre dans le goût, c'est-à-dire ce qu'on aimait hier, on n'aime plus. Et puis, je la complète par une autre petite question. Vous avez évoqué le bois et notamment le vieillissement du vin dans le bois. Il s'avère, et j'ai entendu justement dans le Chinonais, une grande cave qui dit non, maintenant on ne vieillit plus parce que les gens veulent, les consommateurs, là aussi, consommateurs veulent de plus en plus de vins de faible ancienneté, 4-5 ans, et ils veulent le consommer vite. Oui, c'est vrai. Je pense aux viticulteurs du début du siècle, des grandes années 49, même 80. Je pense qu'ils faisaient du vin pour la consommation rapide, mais ils faisaient aussi du vin dans l'espoir que leur vin, on en parle plus tard, que ça fasse objet d'histoire, comme vous avez évoqué le mot souvenir, c'est-à-dire que quand on mange quelque chose, ça nous rappelle quelque chose. Et quand on déguste aujourd'hui en 1982, eh ben, il y a de la matière, quoi. Il y a de quoi faire un petit discours à table. Est-ce que demain, à la vitesse de la production, je reviens sur un schéma qui a été évoqué aussi ce matin, la vitesse de production ne va pas aggraver ou ne va pas détériorer la qualité de la consommation qu'on est en train d'apprendre et de maîtriser. Oui, sur le problème du réchauffement climatique et de la vigne, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, depuis 2000, il est exact qu'on a des conditions. Alors, il faut revenir dans les années 1970, par là, où on a tout l'ensemble du vignoble, pour un problème sanitaire, on a fait une sélection clonale. Bon. Donc, on est passé d'une masse clonale, bon, ça se justifiait, si on voulait, mais il y a toujours de la malice dans tout cela. Comme on était dans des régions septentrionales, c'est toute la Languedoc, quoi, bon, où on manquait parfois d'ensoleillement et il y avait une correction par la chaptalisation. Donc on a, parce que quand on a un plant de Cabernet, de Pinot Noir, etc., on n'a pas un plant, c'est des plants. Moi j'avais des champs d'expérience
où on avait jusqu'à 4 degrés de différence sur le même cépage, c'est-à-dire des teneurs en sucre beaucoup plus faibles. Et qu'est-ce qui a été fait à l'époque? On a pris toutes les sélections clonales alcoologènes. Bon. On ne savait pas que 20 ans après, ils allaient nous envoyer plus de soleil. Donc, comme la profession est tout de même une profession qui fait attention, on n'a tout de même pas les sélections clonales qui étaient moins alcoologènes, on ne les a pas achetées, elles sont en collection. Donc, il suffit maintenant de replanter avec les sélections moins alcoologènes. Donc, c'est simple. C'est simple. C'est à notre portée. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Vous savez, un pied de vigne, quand on le met en terre, il faut 3 ans avant de produire et 10 ans pour être à l'aise. Ça va prendre son temps, mais ça va se faire. Donc, ce côté-là, pour moi, m'inquiète pas trop. Mais on a vécu le phylloxéra. La vigne est une liane qui a toujours été attaquée par différentes variétés. Donc, mais vous avez raison de poser cette question parce qu'il y a des esprits compliqués qui voudraient inventer des variétés nouvelles, etc. Moi, ça a été mes premières armes, les hybrides. Bon, c'est vrai qu'on a d'autres façons maintenant, mais pour étudier un nouveau cépage, il faut près de 30 à 50 ans. Alors, je préfère qu'on reparte sur les sélections que l'on a, les sélections qui sont en collection, et puis ça repartira tranquillement. Alors, avant de conclure, parce qu'on arrive au terme de cette demi-journée, est-ce que certains parmi vous souhaitent réagir, poser une dernière question? Oui, monsieur. Madame, pardon, excusez-moi. Je pense que vous pouvez parler directement, ça doit être allumé. Il faut bien mettre le micro comme ça. Il n'est pas allumé. Je voulais revenir un tout petit peu en arrière par rapport aux injonctions diverses et variées. Est-ce que vous-même ou est-ce que vous avez connaissance d'études qui ont eu pris comme objet l'incidence et l'influence de l'industrie agroalimentaire? Parce que, moi j'avais un peu travaillé sur les corps gras et on voit à travers l'histoire de la consommation des corps gras que l'évolution a été beaucoup liée à la production, en fait, à ce qui était... actuellement, on revient, par exemple, on a abandonné l'huile de palme, mais on va sur l'huile de coco qui est très à la mode, et je pense que tôt ou tard, on va se retrouver au niveau environnemental avec la même problématique de la plantation de coco à outrance, de cocotiers, par rapport au palmier à huile. Donc, ce n'est qu'un exemple, mais je crois qu'à travers toute l'histoire de nos consommations et des peurs qu'on nous fait et des injonctions qu'on nous donne, que ce soit par rapport à la viande, que ce soit par rapport, etc., l'industrie ou les grosses productions ont un très grand rôle. Donc, est-ce que vous avez travaillé un peu là-dessus? Alors, qui veut intervenir? Donner des axes de réponse peut-être à madame? Comment l'industrie agroalimentaire a modifié nos... C'est ça votre question. Allez-y, madame. Oui, mais ça, c'est un Après, roman. Pour répondre à votre question, c'est un roman. Jusqu'en 1900, toute la chaîne alimentaire était orientée sensoriellement. Il n'y avait pas d'analyse, il y avait simplement des petits bulletins qu'on envoyait après un repas pour dire si les fonctions étaient en bon état. Donc, on était uniquement, depuis des siècles et des siècles, toute l'alimentation était dans un cadre sensoriel. On a commencé à mesurer, et après, on n'a plus vendu, puisqu'on est en Suisse. Le docteur Gerbert, en 1880, quand il a mis au point la méthode d'analyse de matière grasse sur les laits, on n'a plus fait du lait, on a vendu de la matière grasse. Comme ça. Bon. Et puis on s'est rendu compte, donc, après la guerre, là, 70 ans après, que les éleveurs faisaient des sélections d'animaux
riche en matières grasses et pauvre en protéines. Alors à ce moment-là, on s'est mis à doser les protéines, puis il y a les solubles, insolubles, faut savoir. Bon. Et on en est à peine sorti. Bon. Donc l'agroalimentaire, la dimension de l'agroalimentaire, enfin de la société de consommation, elle peut pas vendre elle vend du marketing et de la publicité. C'est dans les textes, c'est pas moi qui le dis, mais c'est dans les textes. Et elle va vous dire, mais puisque ça s'achète, c'est que c'est bien. Donc c'est très difficile. Mais l'agroalimentaire, l'industrie d'une façon générale, ne peut pas s'intéresser au goût et ne s'intéresse pas au goût. Moi, j'y suis pour rien, c'est comme ça, c'est une question de... C'est une situation qu'il faut bien avoir en tête, vous ne pouvez pas. Et c'est tout à fait logique, parce que c'est vous qui goûtez, c'est pas... Vous ne pouvez pas vendre du goût. C'est ça qui est terrible. Ça ne peut pas se vendre, le goût. C'est quelque chose qui est personnel, hein, et que le pain, etc. C'est à vous, hein, et je dis bien, je répète encore, vous a donné 5 sens pour le faire. Est-ce que vous les utilisez ou vous ne les utilisez pas? Si vous ne les utilisez pas, eh bien, vous resterez dans une dimension de nourriture. Vous serez nourri. Vous aurez une société physique accomplie, vous aurez la panse pleine, mais l'esprit sera peut-être un peu plus vide. Merci, Monsieur Puiset. Madame Oussipov, vous vouliez compléter peut-être quelque chose? Non, mais je voulais juste dire que je pense que l'industrie alimentaire, si elle s'intéresse au goût et qu'elle sait pertinemment qu'en faisant quelque chose de plus gras, elle attirera l'intérêt du consommateur. C'est toi, Jean-Pierre, qui a travaillé sur le gras, quoi, je veux dire. Donc il y a quand même une appétence, par exemple, pour le gras et pour le salé, qu'il se passerait bien de ne pas développer. Sauf si d'autres instances qui, elles aussi, veulent avoir leur mot à dire, comme justement de nouveau les médecins ou les nutritionnistes vont dire maintenant ça suffit, vous devez absolument diminuer le niveau de gras ou le niveau de sel. Si je peux ajouter quelque chose assez rapidement, c'est que je pense aussi effectivement qu'elle ne s'intéresse pas au goût du point de vue, comme vous l'avez dit, de la faculté de goûter en tant que telle, c'est vrai. Elle s'intéresse au goût dans la production de saveurs, qu'elle objective, et je pense qu'elle s'intéresse aussi et implicitement, en filigrane, à la question du dégoût qu'elle cherche par tous les moyens à évacuer. D'une certaine manière, elle parvient, quoi qu'on en pense, et de pas très flatteur à son endroit, elle parvient à quasiment balayer, au fond, un élément qui est absolument structurant dans le goût, qui est au fond les dégoûts. C'est-à-dire qu'elle produit ce que le goût, normalement, devrait chasser, c'est-à-dire de l'indifférence aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il y a souvent une sorte d'indifférence par rapport à certains produits, mais rarement du dégoût en tant que tel. Donc de ce point de vue-là, elle intègre, au fond, à sa manière, sans doute négativement, mais d'une certaine façon, le goût, au fond. Oui, Monsieur Puiset. Ça sera le dernier mot de la matinée. Attendez une seconde. Parce que j'ai assez installé d'ateliers d'analyse sensorielle dans les industries, mais ce n'est pas ça le problème. Hein, c'est que goûter, c'est votre affaire. Hein, l'industrie peut vous vendre un produit. Et le problème, c'est pas. Il faut que vous, comment dire, il passe vous l'acceptiez, il corresponde à votre demande. C'est-à-dire que si vous goûtez, vous prenez un produit, bon, il a un profil sensoriel X, mais ça ne veut pas dire que ça vous convienne. C'est là où ça ne va pas. C'est parce que l'industrie agroalimentaire ne vous a pas aidé à goûter. C'est ça le problème. Et elle vous dit, je fais ça, ça a du goût, tu le manges. Non. Est-ce que ça vous convient parce qu'il pleut, parce qu'il fait soleil, parce que vous avez envie de faire ça? C'est ce côté-là aujourd'hui qui manque. Le jour où l'industrie agroalimentaire apprendra à goûter chacun, d'abord ça l'amènera à avoir des productions beaucoup plus délicates, hein, et ça nous arrangera.